Alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de Réalité Animale. Nous nous excusons du délai de cette petite demi-heure. On a éprouvé des problèmes techniques, mais ça y est, nous y sommes. C'est la première émission en mode web radio, c'est-à-dire en mode webinaire de Réalité Animale. Je m'appelle François Sellier, je suis l'éditeur du portail Réalité Animale. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, notamment du coronavirus. On va également parler d'autres aspects liés aux animaux, par exemple l'élevage éthique. Il sera également question de la zoothérapie. Je vous présente mes trois invités. Tout de suite, Nathalie Robidoux, qui est éleveuse éthique à la Chatterie sous le Saule et élève des chats de race balinais. J'ai également Sylvie Lamoureux, qui est zoothérapeute certifiée, est éleveuse également, elle va nous en parler tout à l'heure, ainsi que la docteure Christiane Bédard, vétérinaire. Bonjour Christiane, bonjour à vous trois. Christiane, par les temps qui courent, adopter un animal, ce n'est pas une chose facile. Les gens doivent envoyer un courriel, on regarde la SPCA de Montréal, on regarde la SPCA de l'Ouest de l'île, un peu partout. C'est le même principe. Il faut envoyer un courriel, il faut voir si l'animal correspond en termes de compatibilité avec la personne. On prend un rendez-vous et on y va. Docteur Bédard, première question. Est-ce que l'adoption d'un animal, est-ce que les gens vont devoir endurer ça encore longtemps? Peut-être dans mon cas, oui, parce que j'ai plus que 60 ans, mais le problème, c'est ça. Tant que la corona va circuler chez les humains, il va falloir respecter la distanciation sociale. Puis à ce moment-là, il va falloir trouver des moyens pour que les gens se sentent à l'aise de voir les chats qui sont disponibles, puis leur expliquer le caractère de chacun des chats en fonction de chaque personne, pour trouver la bonne famille avec le bon chat, finalement. Ouais. On dit que depuis quelque temps, la demande pour adopter un animal est en hausse. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont seuls à la maison, qui sont en confinement. Ils ressentent le besoin d'une compagnie, ce qui est tout à fait légitime, ce qui est tout à fait normal. Donc, pas de mieux qu'avoir un animal de compagnie pour combler ce vide. Mais attention, évidemment, l'autre donnée, c'est que adopter un animal, c'est une chose, mais le garder pour la vie, c'en est une autre. N'est-ce pas, docteur Bédard? C'est ça. C'est qu'il faut éviter les coups de tête, comme j'appelle. Les gens que tout d'un coup, ils décident qu'ils veulent un animal. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, parce que moi, en tant qu'éleveur de Bengale, j'ai souvent des demandes de ce temps-ci, puis les gens veulent un chat comme maintenant. Puis là, c'est ça. Moi, je leur dis non. Il faut prendre le temps de réserver, de choisir son chat un peu plus tard, puis de s'adapter. C'est peut-être plus visible aussi chez les chiens, parce qu'un chien, un chiot, ça part un petit peu plus jeune. Fait qu'il y a beaucoup de demandes. Mes clients qui ont des élevages de chiens ont énormément de demandes dans ce temps-ci. Puis, c'est ça. Il faut vraiment faire attention pour que ce soit un coup de cœur, parce que c'est pas facile non plus d'élever un animal en confinement. On est là, oui, c'est vrai, on est là pour s'en occuper, mais il faut pas oublier que quand on va recommencer à travailler, l'animal, lui, va être tout seul, puis là, lui, va avoir une période de stress à vivre après. Parce que parfois, les gens ne réalisent pas à quel point c'est prenant. C'est une grande responsabilité. Il faut les nourrir, il faut les soigner, il faut s'en occuper aussi, parce que laisser un animal seul, quand on retourne, si les gens retournent au travail et que l'animal est seul toute la journée, on va veiller à leur retour à s'en occuper, à le distraire, à jouer avec lui, par exemple. Oui. Si on parle d'un chat notamment ou d'un chien, là. C'est ça. C'est moi qui parle? Oui, c'est vous. OK. Excuse-moi. Non, c'est ça. Parce que les gens, c'est ça. Surtout dans le cas de chien, c'est un petit peu plus problématique parce que le chien n'a pas été sociabilisé avec d'autres gens. Il va s'être habitué à la famille. Puis quand il va arriver avec d'autres familles, d'autres personnes, là, peut-être qu'on va avoir un problème parce que justement, le chien est confiné. Mais... Alors, quelques mots, Dr. Bédard, sur le coronavirus. On sait que quelques cas très rares, on le précise, ce sont vraiment des cas rares, mais ça s'est produit, que l'être humain a transmis le coronavirus à un chat. Il y a eu 2 cas en Belgique. Il y a eu si je ne m'abuse, un tigre. Des chiens en cogne. Il y a eu 2 chats en New York. Et 2 chats à New York. Donc, juste peut-être, Dr. Bédard, rappeler que c'est un phénomène extrêmement rare, mais que ça peut se produire. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, dans un premier temps,
commenter brièvement sur la rareté de la chose. C'est ça. Faut bien savoir qu'il y a plusieurs coronavirus qui existent. OK? Chez l'humain, il y a au moins 4 sortes de coronavirus autres que la COVID-19. Chez les animaux, selon l'espèce animale, il y a des coronavirus différents. Puis, je regarde entre autres chez le chat, le coronavirus, c'est un normal, qui n'est pas normal, mais qu'on entend parler, c'est celui de la PIF. Puis, c'est un coronavirus digestif qui va attaquer surtout les jeunes chatons. Plus ils sont jeunes, plus ils sont risques, puisque à 90% des cas sont mortels. Tandis que la COVID-19, c'est une autre sorte de coronavirus qui est chez les humains. Puis, on a entendu parler de rares cas au niveau du monde que des animaux, des chats, entre autres, l'ont attrapé. Mais le chat, il l'attrape de l'humain et non pas l'inverse. Le chat ne le donne pas aux humains. Puis, le chat, quand il l'attrape, il y a des signes. Il commence par avoir un petit peu de problèmes digestifs, diarrhée, vomissement. Puis ensuite, il y a des signes respiratoires. Mais au bout d'à peu près 9-10 jours, l'animal guérit, puis il n'est plus porteur, il n'y a plus de problème. Ce coronavirus-là, vraiment, sa prédilection, c'est les humains. Ça semble être plus les personnes âgées. Contrairement au coronavirus chez les animaux, c'est toujours les jeunes animaux qui sont affectés. C'est pas le même du tout. J'ai une faveur à vous demander. Pourriez-vous reculer légèrement que les gens puissent bien vous voir? Voilà. Et remonter un peu l'écran vers le haut. Voilà, comme ça. Encore un peu. Non, c'est-à-dire que votre tête monte vers le haut. OK. OK. Voilà. Voilà, encore un petit peu si vous pouviez, là, histoire d'être fancy, là. Voilà, merci beaucoup. On veut une docteur Bédard complète. Oh, excusez-moi, là. Il n'y a aucun souci. Donc, ce sont des phénomènes rares et on doit, par contre, savoir, il faut savoir que si l'animal ne transmet pas le coronavirus à l'humain, il faut quand même prendre des précautions. Si le pelage de l'animal comporte des traces de coronavirus et qu'il entre en contact avec un être humain, là, l'être humain pourrait l'attraper. Oui, c'est ça, mais le coronavirus ne reste pas longtemps sur le pelage de l'animal. Il vit vraiment pas longtemps. Fait que, normalement, si on empêche les gens de flatter ou caresser nos chats ou nos chiens des étrangers, il ne devrait pas y avoir de problème si nous, en arrivant, on se lave bien les mains. Bouddha le dit tout le temps. Si on se lave bien les mains, puis si, avant de toucher à nos animaux, il ne devrait pas y avoir de problème pour nos animaux. Sylvie Lamoureux, zoothérapeute, tout à l'heure, au début de l'émission, je parlais des personnes qui sont beaucoup plus nombreuses depuis la crise du coronavirus à vouloir adopter un animal de compagnie. Alors, évidemment, l'animal de compagnie exerce une forme de zoothérapie sur la personne en question. Alors, brise la solitude, amène une présence, une chaleur, je ne dirais pas une chaleur humaine, une chaleur animale. J'aimerais qu'on fasse la différence entre cette zoothérapie qui est naturelle, entre un animal humain, et celle que vous pratiquez là, en tant que zoothérapeute certifié. D'abord, dans un premier temps, peut-être nous expliquer le phénomène de zoothérapie, entre le phénomène très simple, très basique de zoothérapie entre l'humain et l'animal. Ben, depuis toujours, je pense que l'humain a toujours voulu avoir un compagnon à 4 pattes. Je pense que si on recule dans la nuit des temps, il y a toujours eu soit chien ou chat, pour sûr. Oui, ça fait une présence. Oui, ça donne un intérêt de vouloir s'occuper aussi, d'avoir une certaine responsabilité qui aide beaucoup. La nuance entre moi j'appelle ça de la zoothérapie en milieu familial, ça peut permettre à bien des enfants de devenir plus autonomes aussi. Mais la zoothérapie que j'appelle fait par un zoothérapeute certifié est toute autre chose. C'est une formation qui se donne, c'est un AEC, une attestation d'études collégiales au cégep de 585 heures. Alors, c'est pas rien. C'est vraiment un diplôme qui est très important à avoir quand on veut le faire d'une façon professionnelle. Donc, moi, je travaille avec des professionnels de la santé et c'est comme normal que les professionnels de la santé s'appuient sur des zoothérapeutes diplômés. Parce qu'on a toute une formation, on voit un volet là, de tous les types de clients que l'on peut avoir. Soit en milieu hospitalier, soit, moi je travaille avec des handicapés physiques et mentaux,
l'autisme, tout ça. Alors, c'est sûr que on a un volet à travailler qui est différent. L'animal nous supporte. Enfin, il essaie de nous supporter. Là, il dort dans mes mains, mon futur intervenant à quatre pattes. C'est un outil, c'est un levier pour pouvoir travailler soit avec des autistes ou des enfants avec problèmes d'adaptation. Alors, je saisis la balle au bon. Vous dites votre futur intervenant à quatre pattes parce que vous avez une particularité, Sylvie Lamoureux, c'est que vous élevez vos propres teckels et parmi eux, certains se distingueront et seront sélectionnés pour vous accompagner dans votre travail de zoothérapie. Exactement. Moi, ça fait déjà 4-5 ans que je fais de l'élevage de teckels standard smooth pour la simple et bonne raison que je me permets de choisir le tempérament papa, tempérament maman que je veux aller chercher pour pouvoir avoir un bon chien d'intervention. Ici, on a Paolo, ouais, le magnifique, qui s'en va travailler bientôt avec une collègue zoothérapeute. Alors, Paolo a 7 semaines. Il a un tempérament fabuleux. Dans la portée, il y a 6 chiots et j'ai pu dire dès le jour 1 ou 2 qu'il y en avait 2 j'étais convaincue qu'ils feraient de bons sujets. Alors, Paolo va être un bon sujet et sa petite sœur aussi, Lucy. Alors, Sylvie, que les gens comprennent bien, parce que dans la perception populaire, il est très facile de glisser dans la simplicité, c'est-à-dire, on a un chien, on fait de la zoothérapie. Alors qu'en fait, il y a toute une subtilité et toute une différence entre avoir un chien et faire de la zoothérapie et avoir un chien, il y a des zoothérapeutes certifiés, une technique, une approche, pour que les gens comprennent bien là, en quelques mots, là, en deux ou 3 minutes, comment se distingue le travail d'une zoothérapeute certifiée par rapport à d'autres qui se disent zoothérapeutes, mais qui n'ont pas de formation réelle. Mm-hmm. Ce que je pourrais donner comme exemple, je travaille dans le milieu dentaire aussi. Alors, on va travailler avec beaucoup d'enfants d'autistes non-verbaux, par exemple. Alors, les enfants non-verbaux, ils ne pourront pas me dire j'ai mal mais c'est important, le chien, j'ai ma Colette, ma fameuse Colette, qui est une teckel de 7 ans, qui travaille avec moi depuis 4 ans en milieu dentaire. Et on a eu, par exemple, une jeune demoiselle non-verbale pour un traitement et elle faisait des auras épileptiques quand le stress montait trop. Alors, mais elle me le dit pas, là. La première fois qu'elle a commencé à avoir, on commençait l'intervention et commençait à avoir un aura épileptique, je m'en suis rendu compte en l'observant et j'ai pu dire à ma dentiste, on arrête la procédure, on attend. On a recommencé quelques secondes après et ensuite, c'était drôle parce que c'était Colette qui était couchée sur la patiente qui s'est mise à trembler. Puis là, je me suis posé la question, je me suis dit, voyons, qu'est-ce qu'elle a? Puis c'est là que j'ai réalisé que la petite recommençait une autre aura. Donc, Colette a perçu avant moi la panique qui montait la panique qui montait là, sur cette chez la personne. C'est la patiente. Alors, on a pu arrêter parce que c'est sûr que quand on fait des procédures, puis cette patiente-là, quand elle faisait des auras comme ça, se mettait à vomir. Alors, c'est vraiment pas le temps chez le dentiste de vomir, là. Mm-hmm. Je veux dire, c'est vraiment pas le temps. Ben, c'est jamais le temps, là, mais chez le dentiste, c'est encore moins. Surtout quand on est en train de travailler en bouche. Alors, c'est hyper important. On a pu arrêter avant que ça aille trop loin pour lui permettre de reprendre. Mais elle est non-verbale. Ouais. Alors, il n'y a pas juste le chien, là. Le chien a perçu quelque chose et j'ai pu comprendre le body language du chien. Dans le fond. On est dans le domaine du ressenti. Nathalie, vous allez dire quelque chose? Oui, bien, je veux dire, tu demandais tout à l'heure de simplifier en quelques mots. C'est que la zoothérapie, c'est une thérapie, c'est fait par quelqu'un qui est capable de déceler, qui travaille avec le patient et avec le chien. Et quand on parle de zoothérapie fait un peu par n'importe qui, c'est de la zooanimation. Les personnes qui vont faire du yoga dans les centres pour personnes âgées, par exemple, qui amènent leur animal, c'est qu'ils comprennent bien leur animal puis sont capables de le présenter. C'est un peu comme c'est l'équivalent de la zoothérapie familiale.
Oui. La zoothérapie familiale, c'est l'animal qui habite et qui apporte quelque chose à la famille et aussi bien à des enfants qui ont par exemple, qui ont les troubles du spectre de l'autisme. Mais à ce moment-là, c'est non dirigé, c'est plutôt le côté affectif qui vient renforcer la zooanimation. Alors que la zoothérapie, c'est la thérapeute, il y a une thérapie, c'est un travail avec des professionnels. Souvent, c'est une équipe professionnelle. Dans les écoles, ça va être l'équipe, la psychologue, la travailleuse sociale, le professeur. Et la zoothérapeute vient se greffer à ce groupe-là. Donc, c'est une concertation d'expertise. Alors que la zooanimation, c'est un plaisir. Point. Par l'animal. Nathalie, tandis que vous... J'en profite pour vous poser la question, vous qui êtes éleveuse éthique accréditée Anima Québec, d'ailleurs, comme le docteur Bédard, qui élève des chats bengales, vous élevez des chats de race balinais. Vous êtes, rappelez-moi le titre, c'est pas comportementaliste, c'est... Oui, c'est comportementaliste praticienne. Voilà, comportementaliste praticienne pour les chiens et chats. Comment ça se passe, l'adoption? Parce qu'il y a les animaux que l'on retrouve en refuge, les animaux que l'on retrouve à la SPCA de Montréal, par exemple, dans d'autres SPA, dans d'autres régions du Québec. Et lorsqu'on veut adopter un animal de race, là, c'est pas évident par les temps qui courent, n'est-ce pas? C'est différent parce que les gens peuvent pas voir les chats, donc il faut se débrouiller beaucoup plus du côté informatique, justement avec le côté virtuel, les FaceTime, les Skype, des choses comme ça. Il y a beaucoup plus de correspondance pour décrire l'animal. C'est toujours fait, mais là, c'est doublé. C'est au moins doublé. Il y a des clients qui vont se désister parce que justement, ils peuvent pas voir l'animal, puis ça les insécurise énormément. Puis, il y a ceux qui... il y en a, par contre, que c'est pas ça, mais c'est, par exemple, les stérilisations. On peut pas faire stériliser. C'est que ce sont c'est un handicap pour l'adoption. Puis après ça, c'est des changements au niveau des habitudes de rendre l'animal. Puis en fait, c'est la communication qui est très différente. On peut communiquer, mais de façon différente avec les adoptants. Donc, c'est là qui est le plus difficile. Et ça amène d'autres choses aussi parce que habituellement, les adoptants viennent voir les chats. Ça fait partie de la socialisation du jeune animal. Tandis que là, il n'y a plus de socialisation du jeune animal avec des personnes extérieures. Il n'y en a plus du tout. Alors, il faut nous compenser. Compenser comment? Puisqu'on peut pas mettre des personnes, c'est faire abstraction de certaines normes qu'on s'imposait par exemple, sur les vaccins. Moi, il n'y avait pas un chaton qui sortait de la maternité avant qu'il soit vacciné. Là, j'ai dit, adviendra que pourra, la socialisation est aussi importante, est trop importante pour les laisser en maternité. Donc, mes chatons sont en maison avec tout le monde, avec les bruits de la maison, avec les fenêtres, l'extérieur, depuis l'âge de à peine 2 mois. Parce que je pouvais pas les laisser en maternité si je voulais qu'ils soient plus équilibrés puis qu'ils puissent affronter l'adoption qui s'en vient, pour augmenter leur capacité adaptative, en fait. Donc, j'ai marché sur mon protocole de vaccination pour ça. Docteur Bédard, les vaccins, si je ne m'abuse, ne sont pas considérés comme des services essentiels. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de vaccins qui sont donnés aux animaux, là. Non, c'est pas ça. C'est que présentement, l'Ordre des médecins vétérinaires nous a demandé d'agir avec jugement puis professionnalisme, puis de juger qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il n'y a vraiment pas de liste d'actes essentiels que l'Ordre nous permet de faire ou nous ne permet pas de faire. C'est au jugement de chaque vétérinaire à le faire. C'est pour ça que dans certaines régions, il y a des vétérinaires qui ne veulent pas recevoir les éleveurs chez eux pour les vaccins, parce qu'ils considèrent que les vaccins, c'est pas essentiel. Par contre, il y en a d'autres qui comprennent que pour un éleveur, les vaccins, c'est essentiel pour pas avoir d'épidémie dans les élevages. C'est comme la stérilisation. Il y en a qui veulent pas stériliser les chatons avant de partir, puis il y en a d'autres qui, finalement, ils finissent par accepter parce qu'ils jugent que c'est essentiel
pour l'éleveur et pour la personne qui l'adapte. C'est vraiment là du cas par cas, c'est entre chaque vétérinaire et la relation qu'il y a avec les éleveurs, c'est tout ça que ça dépend. Là. Alors, si moi, il n'y a pas de liste qu'elle leur a donnée pour dire ça c'est essentiel ou ça ne l'est pas. Il n'y a pas de critère qui définit qu'est-ce qui est essentiel ou pas. C'est au jugement de tout un chacun. Là. C'est au jugement des vétérinaires en question parce que quelque chose peut être essentiel pour un puis pas pour l'autre. Les vaccins, vacciner un chien de madame, monsieur tout le monde, son vaccin peut attendre quelques mois. C'est pas grave pour un chat ou un chien que tu gardes dans ta maison. Mais quand tu es un éleveur puis tu as des chatons puis qui n'ont pas les vaccins, tu risques d'avoir des problèmes d'épidémie ou tu changes le statut immunitaire de ton élevage, de ton ensemble d'animaux. Fait que c'est ça, là, comme on veut avoir une immunité qu'on dit sociale pour la COVID, ben, l'immunité sociale pour toutes les maladies chez chats et chiens des éleveurs est importante, mais c'est pas perçu de la même façon par tout le monde non plus. Fait que c'est un problème. Présentement, c'est ça. Docteur Bédard, vous élevez des chats de race Bengale. Parlez-nous un peu du Bengale. Ça va être long. Non, mais en quelques minutes, parce qu'après, on va passer à Sylvie. Mais nous parler un peu du chat Bengale. Mais en fait, moi, l'autre affaire, avant que j'aimerais savoir, c'est l'adoption par exemple, d'un Bengale ou peu importe, chez un éleveur, là, quelqu'un veut adopter un chat. Il veut adopter un ou deux nouveaux Bengales. Alors, il ne peut pas se rendre sur place, évidemment, parce que non. C'est pas permis. Alors, on fait comment? Est-ce que les gens se contentent d'une photo? Et vous me disiez que, bon, il y a beaucoup de gens qui démissionnent parce que finalement, ils ne veulent pas se contenter d'une photo, ils veulent voir l'animal en personne. Passez-moi l'expression. C'est ça. Le problème avec le Bengale, c'est que c'est un chat qui est considéré comme hypoallergène. Fait que pour hypoallergène, pour dans la tête des gens, ça veut dire ne cause pas d'allergie. Or, ça veut dire qu'il cause moins d'allergie que chat, mais il peut en causer. Nous, on a la demande de beaucoup de gens qui sont allergiques aux chats puis qui veulent savoir s'ils sont allergiques au Bengale. Puis là, c'est un problème. Au début, je ne voulais même pas réserver aux gens qui avaient des doutes parce que la seule façon de savoir si tu es allergique à un Bengale, c'est de venir en contact avec un Bengale. Ça fait que moi, avant, ben, ils venaient chez nous, ils rencontraient nos chats. Puis s'il y avait des problèmes d'allergie, à ce moment-là, je reprenais un autre rendez-vous à mon bureau où il n'y avait pas d'animaux qui venaient. Puis là, avec un chat, il contact. Puis s'il ne réagissait pas, là, ça veut dire qu'il pouvait adopter un chat. Mais tout ce processus-là, je ne peux pas le faire. L'avantage que j'ai, c'est que mes chatons les plus vieux ont 3 semaines d'âge. Fait qu'à ce moment-là, j'espère que d'ici 2 mois, que le confinement ou le confinement va être levé. Puis à ce moment-là, ben, je rencontrerai les gens en respectant une distanciation sociale. J'aurai un chat à la fois à mon bureau. Ce qui me plaît moins, c'est qu'ils n'ont pas vu la façon dont j'élève mes chats. Puis pour moi, c'est très important que les gens aient confiance en moi puis qu'ils voient à quel point on aime les chats. Puis nous, ça nous permettait aussi de voir les gens s'ils feraient des bons candidats, des bonnes familles pour les chats. C'est ça que je trouve plus problématique. Mais j'ai l'avantage de ne pas avoir de chats disponibles pour le moment parce qu'ils sont trop jeunes. D'ici 2 mois, ben, j'espère que le confinement va être levé parce que le Bengale, c'est ça son problème, c'est les allergies. Sylvie, parlez-nous un peu parce que vous faites l'élevage de vos téquelles. Bon, vous les faites pour vous, là, mais il y a une perception négative à l'égard des éleveurs qui sont considérés par certaines personnes comme des gens qui font de l'argent sur le dos des pauvres animaux, alors qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui ne font pas d'argent du tout, là, qui en perdent même. Hein, Sylvie? Ben, en fait, si nous étions tous riches, je pense que on serait tous heureux et heureuses. Moi, ma richesse, c'est mes chiens. Bon, ça a déjà été mes chats pendant 30 ans. J'ai été éleveur de chats pendant 30 ans. J'ai jamais fait ça pour l'argent. J'ai fait ça vraiment par passion parce que d'abord, c'est beaucoup de temps. On passe des nuits blanches, hein, les filles? Oui. Les frais vétérinaires, ça coûte des sous. Et aussi, c'est que ce qui est difficile aussi, c'est de voir, il faut être très judicieux dans le choix des adoptants. Et c'est ça qui est le plus difficile
Parce que moi, autant que c'était pour mes chiens ou pour mes chats, c'était hyper important que je puisse comprendre que la personne qui était en face de moi était pour l'aimer presque autant que moi, l'animal. Je sais pas si c'est comme ça, les filles, là. Oui, mais c'est comme on cherche l'âme sœur. Et ça, si on le a... bon animal avec la bonne famille. Oui, exactement, le bon match. C'est Oui. comme si on faisait un match pour la vie, là. Puis on veut pas se tromper parce que c'est toujours malheureux quand on s'aperçoit qu'un animal, ça fonctionne pas avec la famille. Alors ça, c'est pas juste une rencontre, hein. Ça peut être plusieurs fois se parler au téléphone. Comme là, moi, en ce moment, tous mes chiens sont promis. Mais j'ai parlé plusieurs fois aux gens. Ils ne les ont pas vus encore. J'ai encore quelques semaines. Parce que moi, mes chiens ne partent jamais avant 3 mois. Il y en a qui vont les faire partir à 8 semaines. Moi, je trouve ça atroce parce que je trouve qu'entre la 8e et 10e semaine, il y a des apprentissages que la maman donne au bébé, que c'est hyper important si on veut qu'il soit stable, qu'il y ait des comportements stables chez le nouvel adoptant. Alors moi, le 8 à 10 semaines est important. Alors, ils partent jamais avant 12 semaines. Oui, parce qu'il y a une question de socialisation là-dedans. Oui, exactement. C'est hyper important. Puis, c'est sûr que c'est toujours triste quand j'apprends qu'il y a des gens qui ont eu des animaux à 7 semaines, 8 semaines. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Nathalie, en tant qu'éleveuse de chats de race Balinais, on en a parlé souvent, vous et moi, au cours des dernières années. D'ailleurs, il y a un article sur Réalité Animale qui parle des chats Balinais, pour ceux qui s'intéressent. Et Nathalie comme Sylvie Lamoureux, Sylvie a plusieurs chroniques, elle signe des chroniques sur Réalité Animale et Nathalie a participé à plusieurs reportages. Nathalie, lorsque vous sentez qu'une personne n'est pas, comment dirais-je, à votre sens, selon votre perception, n'est pas apte à adopter un animal, qu'est-ce que vous faites? Normalement, je ne la prends pas, sauf que c'est difficile des fois de dire non, puis c'est ça que le COVID nous nuit. On n'a pas le même ressenti avec les personnes, c'est par communication. C'est un peu comme les mariages en ligne, pas les mariages en ligne, mais les rencontres en ligne. Ça vaut ce que c'est ça. On espère. J'ai plus de difficultés. C'est plus difficile. Puis c'est plus anxiogène pour l'éleveur, cette période-ci. Moi, j'ai plusieurs chatons qui sont à la maison puis qui doivent partir pendant le COVID. J'en ai 3 qui sont partis, puis les gens les avaient jamais vus, ils ont vu quelques photos, quelques petites vidéos, on communiquait beaucoup par téléphone, tout ça, mais c'est pas la même chose. Ils n'ont pas eu le contact avec l'animal, on les voit pas réagir avec l'ensemble de la chatterie, avec l'ensemble des chats qui sont là. Puis pour moi, comme disait Dr Bédard tout à l'heure, c'est très important que les gens c'est aussi une relation de confiance parce que c'est nos petits bébés qu'on laisse partir. On s'est levé la nuit, on connaît les personnalités, c'est des chats qui viennent nous chercher dans l'âme. Donc, les laisser partir dans le temps de COVID, c'est plus difficile. Puis, il faut établir aussi des protocoles parce que de départ qui sont pas les mêmes, puis ça coupe aussi du temps avec les adoptants. Fait que la relation est plus difficile à développer dans des temps comme ça. Puis pour moi, je trouve ça beaucoup plus anxiogène. J'ai jamais été aussi nerveuse que maintenant. Habituellement, ils viennent visiter la chatterie, on a un premier contact, ça va bien, ça va pas bien. Déjà là, on voit des choses. Il y a des gens qui reviendront pas, puis on le sait. Puis il y a des gens qu'on sait qu'ils vont revenir, puis on espère qu'ils vont revenir parce qu'ils seraient des parents super pour les prochains chatons. Donc, puis moi aussi, c'est des chats pour le Balinais, plus que le Siamois et l'Oriental, sont des chats renommés pour étant moins allergènes avec la protéine FELD1. C'est important aussi de faire le test à la chatterie. On voit justement un chat balinais passer derrière. Alors, ça donne une idée aux auditeurs, aux internautes de quoi ça a l'air. Alors, évidemment, nous sommes ici tous les 4 à parler d'animaux parce qu'on est passionnés d'animaux. Sinon, on ne le ferait pas. Docteur Bédard, j'aimerais vous entendre sur cette perception peut-être injuste qui colle aux éleveurs, à savoir les éleveurs qui sont consciencieux, qui font les choses comme il faut. C'est pas un peu injuste qu'ils soient perçus comme des vendeurs d'animaux, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. L'élevage, on le fait par passion, d'abord et avant tout. Et vous, en tant que vétérinaire, comment vous percevez la chose?
Ben, c'est ça. En tant que vétérinaire, moi aussi, j'essaie là, d'avoir des éleveurs qui sont, comme vous dites, élites, on les connaît, on le sait. Idéalement, c'est des éleveurs certifiés Anima Québec. C'est vraiment, avec la certification, c'est des gens qui ont vraiment tout subi un processus là, de vérification, puis faut qu'ils répondent à des normes. Puis c'est des gens passionnés qui s'occupent de leurs animaux. Fait que ça, déjà, en partant, les gens certifiés Anima Québec, moi, en tant que vétérinaire, j'ai beaucoup moins de difficultés à les prendre comme clients. Puis, c'est ça, parce que sinon, il y a tellement de fausses, de mauvaise publicité, mais il y a des gens, faut pas se leurrer, faut pas se cacher, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des usines à chats et à chiens. Oui. Et le programme, la certification d'Anima Québec, moi, avec Nathalie, on fait partie du comité pour l'élaborer, cette certification. Et pour nous, c'est important pour justement être capable de dépister ou détecter les usines à chats et à chiens pour les arrêter, ces gens-là. Là. C'est eux autres qui nous font de mauvaise publicité. Oui, évidemment, je ne fais pas l'apologie des usines à chiots, loin de là, au contraire. Du tout, au contraire, je comprends. Il y a des éleveurs qui sont indignes de ce nom. Oui, mais en général, quand tu t'occupes des animaux, c'est une passion. Moi, j'ai travaillé longtemps avec des éleveurs de porc aussi, des gens passionnés en agriculture. Quand tu t'occupes d'animaux, ça prend de la passion. Ça prend beaucoup d'amour, puis je pense pas qu'il faut faire ça pour l'argent parce que c'est vraiment pas rentable, c'est pas payant de le faire. Moi-même, comme éleveur, là, c'est pas payant. Quand vous parliez d'accréditation Anima Québec, c'est important d'en parler. Oui. Anima Québec, il y a une accréditation également, il y a même une accréditation plus, qui est encore supérieure à l'accréditation de base, qui certifie que ces éleveurs, en principe, sont conformes et ça donne à des pratiques conformes pour le bien-être animal. Et ça, c'est important parce que, je le redis, pour éliminer toute confusion, on n'est pas là pour défendre les usines à chiots, loin de là. Il y a des éleveurs indignes de ce nom, mais il y en a qui sont dignes de ce nom. Et Anima Québec est une forme de dignité, en quelque sorte, qui fait en sorte que... C'est un forme de programme ISO, si on veut. Ouais. C'est un peu comme un programme de certification, comme le programme ISO. C'est un contrôle de qualité. Puis, la base, c'est le bien-être de l'animal qui est important. Autant la façon dont on s'en occupe, son lieu de garde, son alimentation, l'enrichissement, sa santé. Puis, quand vous parlez de base, présentement, on a refait le programme. Puis, le programme de base a été élevé encore avec des normes plus strictes. Puis, éventuellement, peut-être que la notion de plus, comme vous dites, ça va être pour les gens qui font vraiment des tests génétiques qui sont pas si essentiels que ça. C'est pour des gens qui vont en faire beaucoup plus. Mais le programme de base est très sévère. C'est amplement suffisant d'être accrédité avec le programme Anima Québec, là. Sylvie, là, on saute du coq à l'âne parce qu'on a dit en début d'émission qu'on parlerait de plusieurs sujets. Hein? Oui. On voulait parler d'adoption, des difficultés d'adoption, on en a déjà parlé. On voulait donc un peu clarifier les choses à propos des... Mais il y a une chose que je veux dire, surtout pour les futurs adoptants, là. Oui. Parce que moi, je reçois beaucoup, beaucoup de demandes. J'ai au moins 3 demandes par jour depuis le début du confinement. Alors, c'est pas rien, là. Ça veut dire que les gens il y a un besoin. Mais je ne veux pas que les gens qui nous écoutent en ce moment pensent qu'ils pourront pas adopter, là. Si on respecte, bon là, il va y avoir un déconfinement qui va se faire à partir de la semaine prochaine. Je pense que si on utilise le 2 mètres qui est demandé, si on utilise le port de masque et de gants, je crois qu'il y a moyen de pouvoir rencontrer ces adoptants-là. Moi, j'y pense déjà, là, parce que les adoptants qui vont venir chercher mes petits loups bientôt, ben ils vont vouloir les voir, les chiens. Alors, je vais m'arranger pour créer une pièce qui est hors de ma maison, qui va être comme dans mon garage, et ça va être super sécure, là. Ça va être fait d'une façon sécure. On va être à 2 mètres, le chien, il va être lavé, et tu sais, il n'y aura pas de problème, ils vont pouvoir le voir. Et il va y avoir lavage de main avant, bien évidemment, lavage de main après, et moi, l'animal va être relavé encore. Ça me dérange pas du tout. Alors, je veux pas que les gens pensent qu'ils pourront pas adopter, là. Je veux dire, déprimez pas, là. Vous allez... Donc, mesdames, messieurs, nous vous confirmons que le déconfinement s'en vient et que les choses vont et que le ciel va s'éclaircir.
Exactement. Je ne sais pas si Dr Bédard peut rajouter des choses. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que la lumière commence à percer au bout du tunnel. Et puis, si on fait les choses de bonne façon, sécuritairement, il n'y en aura pas de problème. Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien, effectivement. Puis comme dit le gouvernement, dans des situations comme ça, il faut être ingénieux. Donc, il faut penser à des façons. Comme moi, il y a des chatons qui sont partis. Bien, c'est un protocole complètement différent. On a respecté la distanciation. Les lingettes sont sorties. Les clients sont à 10 pieds. Le transporteur est entre les deux. On met le chat à l'intérieur. C'est ça, exactement. On en parle, mais on garde les distances. On nettoie toute la cage après parce qu'on y a touché. Tout se faisait comme ça. Les contrats, au lieu d'être des contrats, parce que quand on fait une adoption réglementaire, il y a des contrats parce qu'il y a des consignes, il y a des garanties, il y a tout ça. Donc, c'est par écrit. Donc là, on envoie les contrats par courriel pour qu'ils les lisent, qu'ils les signent partout, tous les paragraphes qu'ils ont à signer, et on fait un échange de contrats. C'est ça. Tout se fait de cette façon-là pour justement éliminer les contacts ou la contagion par promiscuité. Est-ce que vous constatez quand même une baisse d'adoption, je présume, par les temps qui courent? Pas vraiment, non? Non, j'ai plusieurs chats ces temps-ci parce que c'est juste plus long. C'est juste plus long. Donc, mesdames, messieurs, vous pouvez adopter des chats. Oui. C'est juste plus long. Exactement. Mais le désir, il n'y a rien de mieux que le désir, hein? Oui, effectivement. Donc, le désir engendre de la patience. Oui, exactement. C'est le même principe. D'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est le même principe à la SPCA de Montréal ou ailleurs. C'est un peu plus compliqué, mais on peut quand même adopter encore. Les gens peuvent, sur rendez-vous, adopter des animaux. Jusque-là, évidemment, le coronavirus étant ce qu'il est. Mais il ne faut pas se leurrer, là. Ça va être comme ça pour pas juste 2 semaines, là. Ça va être comme ça pour quelques mois, peut-être 2 ans, on ne sait pas. Fait que c'est juste qu'il faut réapprendre à faire les choses d'une façon différente. Puis un coup qu'on va être rentré dans ce nouveau pattern-là, ça va bien aller, là. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on le répète, pour éviter les malentendus, on peut adopter des animaux, c'est juste plus long, n'est-ce pas? C'est ça. Sylvie? Oui. Parlez-nous de la zoothérapie chez le dentiste, si vous le voulez bien. Oui. C'est un volet de votre travail qui vous tient à cœur, je pense. Oui, beaucoup. Je me creuse beaucoup la tête ces dernières semaines parce que vous savez tous que les cliniques dentaires sont fermées parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'aérosols, hein. On utilise les pistolets à air et à eau dans la bouche des patients. Alors, les dentistes sont en train de faire un nouveau protocole de traitement. Moi, ce que je suis contente d'apprendre, c'est que les chiens, il n'y a pas de problème avec les chiens pour transmettre les virus. Par contre, il n'y a rien qui dit que s'il y a des aérosols qui vont sur l'animal, il va falloir que je protège mon animal. Alors, je suis en train de penser à un nouveau protocole de champ opératoire, genre que le patient va se laver les mains avant, on va l'installer, il va être sur champ, je vais mettre un champ opératoire sur le patient, le chien va être sous un autre champ opératoire. Comme ça, l'enfant va pouvoir toucher au chien et le chien va être protégé. Alors, je suis en train de penser à ça. Mais oui, c'est un aide, c'est incroyable l'aide qu'un animal fait chez le dentiste. Ça apaise énormément. Ma Colette, par exemple, j'ai beaucoup de patients, parce que je dis petits enfants, mais il y a des petits-enfants, il y a des grands-enfants aussi chez le dentiste, hein? Alors, souvent, j'ai des grands-enfants que, quand je travaille avec Colette, que je mets Colette sur eux, ils sont tout énervés, les patients, ça palpite, le cœur palpite, et étrangement, les patients, ils me disent « Ah, c'est drôle, je respire la même vitesse que Colette, je suis beaucoup plus calme. » Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Parce que Colette, elle est d'une zénitude incroyable. Elle adore travailler chez le dentiste. Elle s'endort chez le dentiste. Alors, elle dort sur le travail, ma Colette. Alors, mais c'est fou comment cet animal-là, ou même quand les patients arrivent dans la salle d'attente, j'ai une chaise berçante dans la salle d'attente, je leur donne Colette, puis ils bercent Colette en attendant de rentrer en salle opératoire, par exemple. Puis, 3/4 du temps, les patients sont déjà beaucoup plus calmes. Beaucoup plus calmes. Oui, parce qu'en fait, la zoothérapie chez le dentiste, essentiellement,
c'est pour encourager les personnes qui ont peur du dentiste à y aller. Oui, exactement. Et puis, il y a un beau vidéo sur, je ne sais pas, vous connaissez le blog de Réalité Animale, un très, très beau vidéo qu'on a fait. Alors, ça vaut la peine. Peut-être aller vous montrer rapidement. Oui. Vous excuserez le petit délai, on va essayer de faire ça rapidement. Si on dit ici qu'on va sur Réalité Animale, par exemple, on peut ici faire Réalité Animale et montrer la vidéo. Si vous me donnez 2 secondes, on va y aller. Voilà. Alors, dans la section vidéo, ici, vous voyez, ici, on a une vidéo qui traite de la zoothérapie chez le dentiste, que je vous invite à regarder. Une vidéo bien faite, très bien faite, qui précise exactement de quoi il en retourne, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Sylvie? Ah oui, oui. J'ai eu beaucoup de commentaires suite à cette vidéo-là. Il y a beaucoup de gens, j'ai pas besoin de vous dire que toutes les associations de parents d'enfants autistes ont été charmés de savoir, parce que c'est un problème, hein, un enfant autiste chez le dentiste, parce qu'il faut respecter certaines règles. Quand on voit un enfant autiste, c'est tout un environnement différent. Puis, déjà, ils peuvent avoir la crainte d'aller chez le dentiste comme tout enfant, autre enfant. Mais quand on arrive avec un chien, ben c'est le chien. Ils font plaisir aux chiens. Colette, elle les attend, elle les reçoit, et c'est Colette qui emmène les enfants à la chaise de traitement. Alors, le lien se fait de cette façon-là, et puis on demande souvent, bon, qu'est-ce que tu penses que Colette aimerait que tu fasses? Est-ce qu'on essaie de descendre la chaise, par exemple? Est-ce qu'on le fait ensemble avec Colette? Fait que c'est toujours Colette qui est le levier pour arriver à une autre étape de l'intervention. Et c'est vraiment extraordinaire de voir comment on réussit à leur faire accepter. C'est un jeu. C'est un jeu, en fait, qu'on accepte de les faire accepter d'être vus puis d'être traités chez le dentiste. Parce que malheureusement, une carie, là, ça fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Hein? Ça ne prend jamais de répit. Vous avez, en tant que vétérinaire, je pense que vous êtes ouverte à la chose, hein, la zoothérapie, tout ça. Oui, oui, je crois énormément, là. Je trouve que c'est très important. Puis, moi, j'ai des gens, des fois, qui m'appelaient avant le confinement pour venir nous voir juste pour faire un petit peu, là, pour déstresser en jouant avec les chats. Ouais. Ah oui, OK. Oui, ça calme énormément. Oui. Nathalie, vous vouliez dire quelque chose là-dessus? J'ai une fille autiste, puis on lui a offert, il n'y avait pas de communication. C'était une autiste qui se débrouille, là, mais je veux dire, elle est verbale, mais il n'y avait pas de communication. Puis la journée qu'on lui a donné un chat, là, elle nous parlait du chat. Ça a été le médium pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir être comme les autres à table, avoir des choses à dire. Avant ça, elle avait de la difficulté à pouvoir... C'est un déclencheur. Un déclencheur. D'ailleurs, mes lunettes portent son nom, Miso. C'est la chatte, mais c'est pour dire que cette chatte-là, comme tous les animaux des personnes autistes, sont très importants. C'est le lien avec l'extérieur souvent, parce que c'est pas un lien compliqué. C'est un lien aimant, un lien présent, un lien fidèle. Alors, ils n'ont pas à se forger une carapace face à l'animal. Ils sont eux-mêmes avec l'animal. C'est énorme. Et l'animal le ressent et ça fonctionne avec votre fille. C'est un amour inconditionnel. Inconditionnel. Oui, qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait, l'animal accepte la personne telle qu'elle est. Ben oui, c'est ça qui est la beauté de la chose. On a toujours dit à la chatte qu'elle était autiste, elle aussi. Parce que nous, on ne pouvait pas lui parler, on ne pouvait pas rien lui demander. Ma fille pouvait lui demander ce qu'elle voulait, elle le faisait, sur commande. Moi, qui la nourrissais, qui l'amenais chez le vétérinaire, qui payait. Oh, non, pas du tout. Moi, j'étais rien. C'était Danae. Je voulais pas dire son nom, mais c'était ma fille qui était le lien. Vraiment. C'était un amour, ces deux-là, incroyable. Est-ce que Nathalie, vous remarquez une amélioration ou enfin comment dirais-je, non seulement le rapport agréable entre votre fille et l'animal, mais est-ce que vous voyez que visiblement ça l'aide? Ben oui, ça aide énormément parce que c'est un lien vers l'extérieur. C'est un lien, c'est un vecteur aussi, dans le sens que
elle a quelque chose à dire sur l'animal. Elle a bien mangé, elle est allée à sa litière, elle a sauté dans le lit cette nuit. C'est des détails. Mais c'est ce qui est difficile chez les autistes. Combien important. D'avoir une conversation. Ils se sentent souvent hors circuit quand il y a une conversation autour de la table. Et c'est quotidien autour de la table, là. C'est avec je m'excuse, ça bouge ici. C'est que j'ai des chats tannants qui soulèvent l'ordinateur. Puis c'est ça. C'est dans ce sens-là. C'est très important. Le chat est un très bon vecteur pour quelqu'un qui aime les chats. Puis le chien, c'est un autre vecteur complètement différent. C'est un vecteur qui amène une sociabilité à l'extérieur parce que si l'enfant promène son chien, par exemple, il va avoir automatiquement une interaction, il est capable d'en parler. C'est quelque chose qu'il connaît, c'est quelque chose qu'il ressent, il est capable de parler de son chien. Donc, c'est une socialisation, c'est une ouverture vers l'extérieur, vers le monde social. Le chat, c'est vers le monde familial, beaucoup plus. C'est plus intime. C'est beaucoup plus intime. Et Nathalie, vous m'avez raconté il y a quelque temps l'histoire de, je ne crois pas appeler ça un patient ou un client, là, on n'est pas des médecins évidemment. Un adoptant. Comment? Un adoptant. Oui. Non, mais je veux dire, avec une des personnes avec qui vous étiez en séance pour une zoothérapie, cette personne qui ne parlait pas a retrouvé la parole. Ah, c'est moi, François. Oui, c'est lui, c'est moi. Vous. Oui, c'est moi. Ben, Nathalie aurait pu le faire aussi, là. Mais oui. Je sais que c'était vous, Sylvie, c'est pour ça que c'était à vous que je m'adressais. Mais non. Ah, c'est vrai. C'est parce que vous avez dit Nathalie, M. Fayet. Je me suis trompé, je m'excuse, Nathalie. Ah oui, effectivement, c'était une jeune patiente autiste qui subitement a décidé qu'elle ne parlait plus. Alors, après une première séance chez le dentiste avec Colette, sa mère l'a surprise à discuter avec son amie. Elle était dans sa chambre avec sa petite copine. Et puis, elle a surpris sa fille en train d'entendre sa fille lui expliquer quelle était sa rencontre avec Colette dans la journée. Et ça faisait plus d'1 an qu'elle n'avait pas prononcé un mot. Okay. Ah, alors, c'était vraiment particulier. Moi, quand la maman m'a rappelé moi, je rappelle toujours les clients pour savoir comment ça va quelques jours après, pour voir comment ça s'est passé, puis tout ça, parce que j'aime ça avoir un suivi pour la prochaine fois, parce que moi, c'est hyper important. Avant que les gens viennent à la clinique, moi, je les appelle, il y a une première rencontre téléphonique. Après ça, à la salle de traitement, il y a un autre questionnaire, si je peux dire ça comme ça. Je vois avec l'enfant qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, puis je fais un suivi après. Puis quelques jours après, la dame m'explique ça, la maman, et j'étais complètement bouleversée. Ça coulait sur mes joues parce que je me disais, c'est quand même incroyable. Cette mère-là, ça faisait 1 an qu'elle n'avait pas entendu sa fille parler. Docteur Bédard, oui, Nathalie? Oui, puis il y a des cas aussi, quand on parle du chat avec l'intimité, avec des enfants en difficulté, un adoptant me raconte que ce chat-là a sauvé la vie de son fils dans le sens que c'est un enfant qui avait un problème d'hyperactivité, un TDAH, jamais capable de s'arrêter. Et ce chat-là, c'est devenu les 2 meilleurs copains, avec le balinet, c'est devenu les 2 meilleurs copains. Puis elle dit que automatiquement que l'enfant sentait une crise venir parce qu'il faisait des crises, il s'en allait avec le chat et c'était rendu une symbiose tous les 2 et les crises se sont estompées énormément. Donc, la zoothérapie, l'animal par lui-même est un très bon médium. La zoothérapie, les thérapeutes, ça, comme je disais, il y a des téléphones qui se font avant, il y a un suivi, ça c'est une thérapie. Oui, un suivi. Évidemment, la zoothérapie, Dr Bédard, vous en conviendrez, on fait attention de ne pas dire, on ne parle pas de médecine, on est dans une approche douce, complémentaire. Dr Bédard, est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez à certains de vos clients ou à des personnes, la zoothérapie? Oui, oui, parce que c'est important. L'animal est quand même, ça donne beaucoup de réconfort à des personnes, à des enfants, entre autres. Puis, moi, c'est pour ça que quand je veux placer un chaton, je suis sûre que la communication avec l'enfant et le chaton va être bien
Parce que si ça ne l'est pas, je refuse l'adoption, là. Je ne laisse pas partir le chaton. Parce que c'est ça. En général, les enfants aiment bien les chatons, mais il y en a des fois que non. C'est les parents qui voudraient un chaton pour l'enfant. Puis je le vois que c'est pas pour fonctionner. C'est pas l'enfant vraiment, c'est le parent qui veut. Ce qui est super important. C'est déjà arrivé, oui. C'est le parent qui veut faire apprendre à son enfant le piano, puis l'enfant qui veut pas vraiment apprendre le piano. Mais ce qui est surtout important, moi, ce que je fais, parce que j'ai toujours fait, que ce soit avec mes chatons ou mes chiots, c'est l'animal qui choisit. Oui, c'est vrai que c'est... Moi, j'observe, là, parce que, bon, OK, si il me reste un animal, un chiot, ben c'est sûr que je peux pas en apporter un autre ou 2 ou 3 à présenter à mes futurs adoptants. On s'entend, là. Mais quand mes adoptants arrivent, je mets toujours 2, 3 chiots, puis je regarde qu'est-ce qui se passe. Je dois dire, je fais une petite parenthèse, j'ai adopté 2 chats, un à la SPCA de Montréal et un autre dans une SPA de l'ouest de l'île. Et je dois dire que dans les 2 cas, je les ai choisis, mais ils m'ont choisi. Et j'en profite pour féliciter la SPCA de Montréal et les SPCA de région de partout au Québec pour le super travail qu'ils font avec les animaux. Et j'encourage, je le redis parce que il ne faudrait vraiment pas que les gens pensent que pendant notre émission, on a dit que c'était impossible d'adopter en ce moment des animaux. On peut adopter et on encourage les gens qui veulent adopter à la SPCA de Montréal ou ailleurs ou chez des éleveurs dignes de ce nom. Alors, toutes les adoptions sont bonnes, je pense. N'est-ce pas, Dr. Bédard? Oui, sont bonnes. Il faut juste, à ce moment-là, penser à long terme. Je sais que moi, dans mon cas, c'est le processus d'adoption est quand même assez long parce que j'ai des réservations d'avance. Souvent, les chats sont réservés avant même de naître. Ça peut pas être des coups de tête pour les gens pour venir adopter un chat. C'est qu'ils ont le temps d'y penser. Parce que c'est ça qui est problématique, c'est si jamais quelqu'un adopte un animal sur un coup de tête, parce que là, je m'ennuie, je l'adopte, puis à la fin du confinement, mais que là, il se débarrasse du chat. C'est important, autant pour l'éleveur que pour les personnes d'essayer de détecter pour faire comprendre aux gens qu'un animal, c'est pas un jouet, c'est pas un toutou que tu peux te débarrasser quand tu es plus vieux, là. Nathalie, vous élevez des chats de race balinais. Il y a quelques années, vous disiez que c'était une race en voie menacée, en fait, en voie d'extinction. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, c'est un chat qui est très, très rare. Pourquoi? Je comprends pas, parce que c'est un chat tellement agréable, mais c'est un chat qui fait longtemps qu'il existe. En fait, le balinet est un pendant du siamois. Il retrouve sa souche chez le siamois. C'est que c'est un siamois à poil long, tout simplement. Alors, il y a également une vidéo sur Réalité Animale qui parle du chat de race balinais. Nous sommes allés chez Nathalie Robidoux faire un reportage et je vous recommande également dans la section vidéo de Réalité Animale d'aller voir cette vidéo. Vous allez comprendre en 5 minutes qu'est-ce qu'un balinet. Alors, évidemment, c'est prétentieux de dire qu'on va connaître un chat un balinet en 5 minutes, mais ça brosse un tableau somme toute succès. Et je pense que ça fait le travail et les gens comprennent que le balinet est un chat très intelligent, un chat, en fait, avec qui il se développe un grand sentiment d'appartenance. C'est pas un chat indépendant, n'est-ce pas? Non, c'est un chat qui mise d'abord sur la communication plus que sur l'environnement. Donc, ces humains sont les personnes les plus importantes dans sa vie. Donc, c'est un chat qui peut voyager facilement parce qu'ils peuvent l'amener à l'hôtel, n'importe où, du moment qu'il est avec ses humains. C'est un chat, c'est un être qui a toutes ses qualités, puis qui est présent. Comme là, j'en ai quelques-uns autour de moi couchés. Là. Moi, je suis une vendue, donc... J'aimerais, qu'à tour de rôle, parce qu'on approche de la fin, on est à 16h22, il nous reste 8 minutes. Chacune à tour de rôle me dit qu'est-ce que vous recommandez aux personnes qui veulent adopter un animal? Est-ce que c'est la patience? Est-ce que c'est... dans quelle disposition on doit être actuellement en période de coronavirus pour adopter un animal? D'abord, Sylvie. Ben, la seule chose que je pourrais dire aux gens, c'est de rentrer en contact avec les éleveurs, discuter, faire des vidéos comme ça, pour qu'au moins on pourrait montrer le chien, bon, moi dans mon cas, c'est mes chiens, par vidéo, puis discuter, parce que je pense qu'il y a des connexions qui se font naturellement avec certaines personnes. Il y a des gens qui peuvent rentrer en contact avec moi, puis je le sais pratiquement tout de suite que je fais comme « Ah, non, ça ne marchera pas. »
Je le sais tout de suite. Tu sais, on a un pifomètre ici, il faut s'en servir, puis il faut se faire confiance parce que, de toute façon, on est fait d'émotions. Les animaux sont faits d'émotions. Et si ça clique, ça clique. Il faut tomber en amour. Si on tombe pas en amour, c'est déjà un bon signe que le match se fera pas. Alors, parlez aux éleveurs, quitte à les appeler 2-3 fois s'il faut. Là, éventuellement, le déconfinement va se faire la semaine prochaine plus facilement. Donc, il y a moyen qu'on puisse se rencontrer, toujours en respectant les consignes, la distanciation sociale. Ça, il n'y a pas de problème. Puis, discuter, poser des questions, puis voir. Surtout voir. Docteur Bédard, qu'est-ce que vous en dites? Oui, moi, c'est ça, je trouve que pendant le confinement, les gens ont eu le temps aussi de faire des recherches sur Internet, de rechercher la race de chat qu'ils voulaient, de vérifier aussi le site web des éleveurs. Puis, à ce moment-là, il y en a plusieurs qui, quand ils m'ont téléphoné, bien, en tant qu'éleveur, Là, on a beaucoup de difficultés. C'est très difficile des fois. Quand on vous entend, parfois, c'est comme mâché comme quand ce qu'on entend dans un téléphone cellulaire, là, quand la communication est difficile. Est-ce que... Peut-être trop près de son micro. Peut-être, voilà. OK, là? peut-être c'est ça. OK. Fait que, non, c'est ça. Fait que, vu que les gens ont le temps de chercher la bonne race de chat, le bon éleveur, le chat, c'est que quand ils ont trouvé un bon éleveur, peut-être d'être patient si cet éleveur n'a pas de chat de disponible présentement, parce qu'il y en a plusieurs, des bons éleveurs qui n'ont pas de chat. Il y en a qui en ont de disponibles, mais c'est pas tout le monde. À ce moment-là, ben, comme éleveur, moi, c'est de jaser beaucoup plus, de parler plus avec les gens par téléphone. Par courriel, oui, mais par courriel, tu ne connais pas les gens. Je trouve que c'est plus froid. C'est mieux par téléphone de se parler, puis éventuellement, ben, on va se parler bien. Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui veulent adopter un animal? Je le répète, on peut adopter des animaux en période de coronavirus. Je le répète souvent parce qu'il y a des gens qui se joignent à nous. Il faut qu'ils le comprennent. Parfait. On peut adopter, c'est encore permis, sauf que c'est plus long. Et Nathalie, vous diriez quoi aux gens qui veulent adopter? Dans quelles dispositions ils doivent être en ce moment là, pour aborder la chose? Comme disait le Dr Bédard tout à l'heure, ils ont le temps de faire des recherches parce que c'est pas toutes les races de chiens ou de chats qui conviennent à une personne. Exactement. C'est pas une enveloppe, l'animal. Il y a des enveloppes qu'on trouve très belles, mais son tempérament ne nous convient pas. Donc, les recherches ont le temps de se faire. C'est le temps de, si on décide, c'est un projet. Moi, c'est ce que je pense, c'est qu'adopter un animal, c'est un projet. C'est un projet. D'abord, on se pose des questions. Est-ce que j'en veux un? Est-ce que j'ai le temps? Là, j'ai le temps, oui. Mais quand je vais recommencer à travailler, est-ce que je vais pouvoir lui donner du temps? Ça veut dire que ça, c'est des questions qui se posent à l'éleveur. Qu'est-ce que ça demande comme temps? Est-ce que j'ai moyen de payer le vétérinaire aussi? Oui. Oui. J'ai moyen de payer le vétérinaire? Oui. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est très cher, hein, quand même, il faut le dire. Il y a des examens annuels, des bilans annuels. Il y a tout ça, là. Alors, si on en a un, deux, c'est fois deux, là. Hein? Oui. Oui, exactement. Quand on fait le bilan annuel à deux, c'est pas à un, c'est à deux, n'est-ce pas? Oui, c'est à deux, puis tout est à deux. Tout est à deux. Les traitements pour les parasites, tout est à deux. Les maladies, malheureusement, ils vont peut-être, s'ils attrapent un virus, les avoir tous les deux. Mais c'est comme des enfants. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est très semblable. C'est vivant. Ils sont vivants. C'est pas des bibelots. Ils sont vivants. Ah, c'est ça. Mais je pense, est-ce qu'en général, on peut dire que la plupart des gens qui adoptent savent dans quoi ils s'embarquent, savent de quoi ils leur retournent? En général, j'imagine que oui. Malheureusement, quand on parle d'animaux de race, oui. Ben, d'ailleurs, il y en a très peu dans les refuges. Ouais, parce que les gens, justement, ont fait cette démarche-là. Mais on fait cette démarche-là. Ben oui, puis c'est pas. Ouais. Mais ça reste que c'est une démarche. Cette démarche-là a été faite. Ça s'est pas fait sur un coup de tête parce qu'on n'a pas, on n'est pas dans un magasin où il y a une vitrine puis il y a tous des beaux petits chiots, des beaux petits chats. Ces achats-là sont malheureusement plus susceptibles de se retrouver en refuge. Moi, ce que je recommanderais aux gens, c'est que si vous voulez un animal de race, contactez des éleveurs. Et des éleveurs. Les éleveurs. Ouais.
Et donc, évidemment... Sur Anima Québec, la liste d'éleveurs, je le dirais. Mais c'est important de dire là aussi que tous les éleveurs ne sont pas des mauvais. Hein? Il y a des éleveurs qui ne sont pas accrédités au Québec et qui sont très bons aussi. Oui. Il y a de très bons éleveurs au Québec. Ils ne sont pas tous des mauvais éleveurs. Mais ce qu'on dit, c'est qu'évidemment, lorsque vous voulez adopter un animal de race, soyez certain que l'éleveur est digne de ce nom. Mais il y en a, là. Je veux dire, Oui. les éleveurs sont des éleveurs d'animaux de race sont des pas bons. C'est important de préciser. Mais il y a des questions à poser. Est-ce que l'animal est enregistré dans une association reconnue? Est-ce que l'animal est micropucé? Est-ce que l'animal, les parents ont stérilisé? Est-ce que les parents sont testés par exemple, Dr. Silverside à l'Université de Montréal? Il y a plein de questions qui peuvent être posées. Moi, quand je mets des annonces, je suis sur éleveur.ca, mais je suis aussi sur Kijiji à l'occasion. Et il y a ce qui est important à Kijiji maintenant, c'est qu'ils font une distinction entre les éleveurs certifiés. Oui. Alors, tu peux aller cocher, mais il faut que tu dises quelle association. Donc, certifié, donc, t'es au CKC. Moi, pour les chiens, c'est CKC. Donc, je suis certifiée. J'ai un code, un protocole à respecter du CKC. Sinon, je peux pas enregistrer mes chiens. Alors, il y a des choses. Mais c'est comme toute chose, hein. Il y a toujours des gens qui vont réussir à passer entre les mailles. Toujours. Est-ce qu'on peut dire aussi que on ne peut pas entrer là-dedans, on n'a plus beaucoup de temps, mais dans les animaleries, il y a quand même des gens qui font bien les choses aussi. Là. Il n'y a pas que des mauvais, là, je veux dire. Il y a des animaleries, que les propriétaires ont leurs propres élevages. Voilà. Donc mais là, c'est qui, je ne le sais pas, là. Mais je le sais qu'il y en a qui font leurs propres élevages. Je pense qu'il faut, si on résume, je pense qu'il faut dire que dans toute chose, il y a du bon, il peut y avoir du mauvais aussi, mais tout est une question de jugement. Je pense qu'on ne peut pas condamner personne jusqu'à preuve du contraire. Il faut faire preuve aussi de comment dirais-je, de jugement. Et en fait, s'adresser aux bonnes personnes, c'est ce qui compte dans l'industrie. Il faut faire de la recherche. Oui, exactement. Maintenant, avec les médias sociaux, c'est plus facile parce qu'ils peuvent aller sur des groupes. Ils veulent telle race. Ils vont sur un groupe, ils s'inscrivent sur un groupe de race, puis ils peuvent poser la question sur le groupe de race. Quelle race, est-ce que vous connaissez un éleveur qui a telle et telle et telle et telle éthique ou qui lui, sa priorité, c'est ça? Des animaux en liberté, des animaux... C'est tellement facile aujourd'hui sur Facebook. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais disons que c'est vrai que dans les médias sociaux, beaucoup d'informations circulent, mais encore là, l'information, il faut la trier, hein? Il faut faire attention à ce qui se dit. Parfois, la justesse des propos n'est pas au rendez-vous. Hein? Non, mais si un propos de même nature revient constamment, là, c'est un drapeau rouge. Oui, effectivement. On peut le voir comme ça. Et c'est tout! Oui, déjà! Mon Dieu, c'est fini, déjà! Ça a passé tellement vite! Oui, c'est Merci une heure, beaucoup. en fait. Ça a été très intéressant. On aurait pu faire durer ça une autre heure facilement. Je pense que c'était bien parti. Le débat était bien parti. Je voulais vous remercier d'être venu encore une fois. Je n'ai pas pu remettre vos titres parce qu'on a eu des problèmes techniques. On a commencé à 15h30, mais Nathalie Robidoux est éleveuse éthique de chats de race balinais et comportementaliste praticienne pour chats et chiens. Sylvie Lamoureux, qui est zoothérapeute certifiée, également éleveuse de chiens de race Tekel. Vous pouvez aller voir son site web, c'est Zendak Tekel SS. Et Dr. Christiane Bédard, vétérinaire également, éleveuse de chats de race bengale. Vous pouvez aller voir ces superbes animaux sur son portail. Je crois que c'est Royal Bengal, c'est ce que les gens doivent faire. Oui. Royalbengal.ca. Donc, chatterie sous le sol pour Nathalie Robidoux. Donc, j'ai nommé tout le monde, j'ai dit ce qu'il fallait. Oui. C'est correct. Tu as bien fait ça, M. Sellier. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Oui. Et je vous annoncerai la prochaine émission sur la page Facebook de Réalité Animale très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Bye bye. Question. Bon fin de confinement. Question. Nathalie, dernière question. Est-ce que si les personnes veulent poser des questions, peuvent envoyer les questions puis qu'on réponde dans un prochain temps ou par écrit ou… Tout à fait. Alors, les personnes qui le désirent peuvent poser leurs questions sur la page Facebook de condolégal.com. Juste en dessous de la vidéo,
De réalité animale, M. Sellier. Voilà, la vidéo que nous faisons actuellement qui sera sur Réalité Animale sur la page Facebook en permanence. Vous posez des questions et je les acheminerai aux personnes concernées, aux 3 personnes concernées ici. Encore une fois, merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci. Bye. Au revoir.